Le matin du 31 juillet 2025, après avoir passé 29 ans dans le couloir de la Edward J. Zakrzewski a été exécuté par injection létale à la prison d'État de Floride. Il était âgé de 60 ans. Mais cette histoire, la vraie, ne commence pas là. Elle commence bien avant, dans une paisible communauté résidentielle de Lafayette, État de Floride. Le 9 juin 1994, Edward avait 29 ans. Il était sergent, technicien dans l'armée de l'air des États-Unis. Il était marié à Sylvia, une Sud-Coréenne qui avait adopté un nom américain. Après avoir émigré et ensemble, ils élevaient leurs 2 jeunes enfants, Edward St. surnommé Kim, et une petite fille prénommée Anna. De l'extérieur, ils semblaient former une famille ordinaire, stable et fonctionnelle, mais comme c'est souvent le cas, cette image ne reflétait pas la réalité. Le mariage était brisé. Edward avait proféré des menaces à plusieurs reprises et avait même dit à un voisin que si Sylvia le quittait, il la tuerait. Elle, les enfants. C'était quelque chose que beaucoup ignoraient. Mais ce jour-là, le 9 juin, tout s'est effondré. Pendant sa journée à la base aérienne, Edward a reçu un appel. C'était Kim, son fils de 7 ans. D'une voix tremblante, il lui a dit que sa mère voulait divorcer et qu'elle emmènerait les enfants. Edward ne discuta pas, ne cria pas, ne suppliait. Il a simplement raccroché le téléphone, demandé la permission de sortir déjeuner, conduisit jusqu'à une quincaillerie et acheta une machette. Puis il est retourné au travail, comme si de rien n'était. Quand il est rentré chez lui, il a devancé l'arrivée de sa famille. Il a placé la machette dans la salle de bain. Il a également laissé à portée de main un levier et une corde à portée de main. Tout était prévu. Elle attendit. Sylvia arriva la première. Elle était fatiguée. Elle est entrée. Elle s'est assise sur le canapé du salon, sans savoir que son mari se trouvait déjà derrière elle. Sans dire un mot, il a levé le levier de fer et la frappa à la tête avec une violence inhumaine. Une fois, 2 fois, Sylvia perdit connaissance, mais elle était encore en vie. Edward traîna son corps jusqu'à la chambre, prit la corde et l'a étranglée. Puis il s'est dirigé vers la salle de bain. De là, il a appelé Kim. L'enfant innocent entra sans crainte. Il allait se brosser les dents, mais son père attendait avec la machette à la main. Lorsque l'arme s'est abattue, Kim a essayé de se protéger en levant le bras. Il reçut une profonde entaille au poignet, mais cela ne l'a pas sauvé. Edward a relevé son arme. 1, 2, 3 fois, il lui a frappé la tête, le cou, le dos. L'enfant est tombé au sol. Il est mort à quelques pas du lavabo. Edward appela alors sa fille de 5 ans. Anna entra également sans peur. Son père était son héros, mais, tout comme son frère, elle fut attaquée sans prévenir. Elle a essayé de se protéger. Les coupures sur ses mains et ses coudes en témoignaient, mais il n'y avait pas d'échappatoire. La machette est tombée encore, et encore jusqu'à ce que son corps gisait à côté de celui de son frère. Non, satisfait, Edward traîna le corps de Sylvia jusqu'à la salle de bain, près de ses enfants, et acheva sa femme d'un dernier coup de machette. Quand tout fut terminé, il ne s'enfuit pas, il n'a pas pleuré, il n'a pas crié, il a marché vers sa voiture et parti. Sa destination était Orlando. Là, il a pris un avion pour Hawaï. Il a utilisé un faux nom, Michael Green. Il a fini dans une communauté religieuse où il vivait dans une cabane et travaillait en échange de nourriture et d'un toit. Pendant mois, il réussit à se cacher du monde. Pendant ce temps, en Floride, son absence, à la base, a attiré l'attention. En se rendant, autorités se sont rendues à son domicile pour vérifier qu'il allait bien. Elles ont découvert la scène d'horreur. 3 corps, du sang, une maison transformée en abattoir et un père disparu. 4 mois se sont écoulés, jusqu'au 15 octobre 1994. L'émission Unsolved Mysteries
a diffusé un épisode montrant le visage d'Edward. Il a été vu dans la communauté. Le chef l'a confronté. « Frère, Michael, celui-ci te ressemble. » Edward ne a pas répondu. Il s'est contenté de laisser un mot. « Je suis désolé. » 9 jours plus tard, il s'est rendu à la police. Dans ses aveux, il a admis les 3 meurtres. Il a été extradé vers la Floride le 3 novembre et a été formellement inculpé. Formellement. Mais même après son arrestation, il a tenté de s'échapper. En août 1995, moins d'1 an après les crimes, il a tenté de s'évader avec un autre détenu. Ils ont atteint la clôture extérieure avant d'être interceptés. L'évasion a été avortée. En mars 1996, lors du procès, Edward a plaidé coupable. Il ne restait plus qu'à décider la peine, la vie ou la mort. Le ministère public n'a montré aucune pitié. Ils ont décrit les crimes en détail. Ils ont rappelé que Anna avait probablement vu le sang de son frère avant de mourir. Ils les ont qualifiés d'atroces, inhumains, prémédités. Ils ont déclaré qu'aucun parent ne devrait assassiner ainsi ses propres enfants. La défense a présenté une autre version. Elle a fait valoir qu'Edward était brisé mentalement et émotionnellement, qu'il avait été poussé à bout par la menace de perdre ses enfants, et que dans son esprit, malade, il croyait les sauver d'une vie de discrimination et de souffrance. En Corée, c'était, ont-ils dit, un geste tordu, de compassion, une tentative malsaine, leur éviter la douleur. Le jury n'a pas été unanime. 7 ont voté pour la peine de mort dans le cas de Sylvia, 7 pour Kim. Mais en ce qui concerne Anna, il y a eu égalité. 6 pour, 6 contre. Malgré cela, le juge n'a montré aucune pitié. Le 19 avril 1986, il a prononcé 3 condamnations à mort, une pour chaque victime. Même dans le cas d'Anna, où le jury n'était pas parvenu à consensus. Le juge a décidé d'agir de son compte. Selon lui, la fillette savait ce qui se passait. Elle a été terrifiée et est morte dans les conditions les plus cruelles et inimaginables. Au cours des 29 années suivantes, Edward Sakruski est resté dans le couloir de a fait appel, a cherché des failles juridiques, a tenté de faire annuler les condamnations. En 2017, il a cru voir une opportunité. La Floride a changé ses règles, exigeant l'unanimité du jury pour appliquer la peine capitale. En vertu de cette loi, Edward n'aurait pas été condamné à mort dans le cas d'Anna, mais son procès était d'une autre époque. Les nouvelles règles ne appliquées rétroactivement. En 2018, son dernier appel a été rejeté par la Cour suprême de l'État. En juin 2025, le gouverneur Ron DeSantis a signé l'ordre de exécution. Le compte à rebours a commencé. Le 31 juillet, Edward s'est réveillé à 5 du matin. Il a refusé la visite d'un conseiller spirituel. Son dernier repas comprenait des côtelettes de porc frites, des pommes de terre, du bacon, des oignons frits, des toasts, de la bière, gâteaux, glaces et café. À 18 de l'après-midi, il a été conduit dans la salle de exécution. On l'allongea sur la civière et, recouvert d'un drap blanc, il y avait 14 témoins présents. Le directeur de la prison lui a demandé s'il avait des dernières. Edward répondit froidement. « Je tiens à remercier les bonnes gens de l'État du Soleil de m'avoir tué de la manière la plus froide, calculée, propre, humaine, efficace possible. Je n'ai aucune réclamation. » Il a ensuite commencé à réciter le poème de Robert Frost, Stepping by Goodson, Hazing. Sa voix s'est éteinte au milieu du vers. À 10 à 8h04, l'injection létale a commencé, injection létale. Edward a respiré avec difficulté pendant quelques instants. À 10 à 8h01, son corps est devenu immobile. À 6h13, il a été déclaré mort. Il avait 60 ans, 3 vies arrachées, 3 décennies d'attente, une fin annoncée. Était-ce justice ou simplement la fin d'un cycle? Lorsque les lumières du couloir de la mort et que l'écho des derniers pas résonnent dans les couloirs en béton, il ne reste plus que le corps sans vie d'un homme, mais les questions sans réponse qu'il
il a laissé derrière lui. Pendant près de 3 décennies, Edward Sakruski a été plus qu'un nom dans un dossier judiciaire. Il était symbole silencieux d'un crime atroce, un monstre pour beaucoup, un mystère pour d'autres. Mais que se passe-t-il réellement dans l'esprit d'un meurtrier qui dort chaque nuit en sachant qu'il a tué sa famille de ses propres mains? Comment le temps passe-t-il pour quelqu'un qui n'en a plus? Pendant 29 ans, Edward est devenu un témoin vivant du système pénitentiaire américain. Jour après jour, avec le compte à rebours suspendu, son existence s'est réduite à une cellule de 6 pieds sur 3, un lit en ciment, un plateau métallique contenant de la nourriture insipide, le bourdonnement constant du néon au-dessus de sa tête. On sait qu'il lisait beaucoup. Au cours des premières années, ses avocats ont mentionné son obsession pour les textes religieux classiques de philosophie, les biographies de criminels qui, comme lui, attendaient leur heure. Certaines lettres, provenant du couloir, faisaient état de remords, mais sans donner de détails. D'autres détenus ont affirmé qu'il passait souvent des heures à écrire, mais il n'a jamais publié d'autobiographie ni n'a accordé d'interview publique. L'un de ses gardiens à Rayford, la prison de Floride, où il a passé la majeure de sa peine, a déclaré que Sakruski était d'une politesse extrême. Il disait toujours « s'il vous plaît » et « merci ». Il ne causait jamais, et pourtant, il était impossible d'oublier qui il était. Le pire de tout, a commenté ce garde, c'est que l'on pouvait passer des semaines à lui parler et oublier ce qu'il avait fait jusqu'à ce qu'on te le, et que cela vous glaçait le sang. Les détenus l'appelaient le sergent, non pas par respect militaire, mais à cause de sa méthodique de vivre. À 5h30, se levait, faisait des pompes, puis lisait la Bible et enfin, il mangeait en silence. Il avait peu de relations avec les autres condamnés, et lorsqu'il le faisait, c'était pour parler du temps ou commenter une actualité du monde extérieur. Il ne parlait jamais de ses enfants, jamais de sa femme, mais il y eut une exception. En 2008, l'un des aumôniers de la prison a déclaré qu'Edward avait demandé à se confesser. Au cours de cette conversation, selon le témoignage du religieux, qui a été divulgué des années plus tard, Edward aurait prononcé une phrase qui a été « Je les ai tués parce que je pensais que le monde les dévorerait. Je n'aurais jamais imaginé que j'étais le monstre qu'ils devaient le plus craindre. » Cette phrase, si elle est vraie, révèle que sous les couches de froideur se cachait encore une conscience qui se tordait. Ce n'était ni la rédemption, ni repentir au sens conventionnel, c'était une reconnaissance. Et, cela est plus perturbant que le déni. Au fil des années, et que son nom cessait d'apparaître dans les gros titres, l'affaire Sakruski a fini par occuper une place dans la mémoire collective. Mais pour les milieux judiciaires, universitaires et éthiques, son dossier est devenu un symbole de débat constant, car Edward n'a pas seulement été jugé une seule fois, mais a été jugé par plusieurs générations. L'un des points les plus discutés a été la condamnation à mort dans le cas de sa fille Anne. Comme on le sait, le jury n'est pas parvenu à l'unanimité. Il y a eu égalité, 6 en faveur de la peine capitale, 6 contre. Et pourtant le juge l'a imposée. Cette décision était légale à l'époque, mais elle serait aujourd'hui considérée comme inconstitutionnelle en vertu de la loi de Floride. Edward aurait-il dû vivre uniquement à cause d'un subtilité juridique? La justice est-elle statique ou doit-elle évoluer avec la conscience sociale? Dans les universités, les forums et les articles de droit pénal, son cas a été cité comme exemple de peine non consensus. Certains ont affirmé que ce symbolisait une justice plus axée sur la vengeance que sur la procédure régulière. D'autres ont déclaré que les crimes étaient si extrêmes qu'ils méritaient la peine maximale. Peine, quelle que soit la subtilité juridique. Pendant ce temps, les militants pour le SPREF, abolition de la peine de mort, l'utilisaient comme exemple d'un système qui n'avait pas besoin de réforme. Mais attends, l'un des arguments les plus souvent répétés était que Sakruski n'avait plus fait de mal à personne après son crime, qu'il avait vécu comme un prisonnier modèle, que peut être quelque chose en
en lui avait changé, mais cela suffisait. Le système judiciaire n'a jamais répondu à ces questions, il s'est contenté de garder le silence. Le dossier a été clos, les appels ont été rejetés et l'horloge inexorable a continué de tourner. En 2020, lorsque la Floride a exécuté son avant-dernier condamné, avant Sakruski, son nom a de nouveau fait la une de la presse. Un journaliste du Tampa Bay Times a écrit une chronique intitulée « À qui sert une exécution 29 ans après les faits ?» Le texte ne défendait pas Edward, mais s'interrogeait sur le sens de cette punition. Sens. Est-ce juste d'exécuter un homme qui n'est plus le même? Ou est-ce simplement un rituel? Une façon de refermer une blessure, même si c'est avec des décennies de retard. Pour les familles des victimes, cependant, il n'y avait aucun doute. La justice a tardé, certes, mais elle a été rendue. Et pour de nombreux citoyens de Floride, l'exécution a été la conclusion définitive d'une histoire horrible. La question la plus difficile, toutefois, persistait. Est-il possible qu'un tel homme ait changé en prison? Et oui, cela a de l'importance. Le matin du 31 juillet 2025 était calme dans le couloir de la mort. Les détenus savaient que c'était le jour de l'exécution, comme l'appelait. L'atmosphère change, l'air devient lourd, les routines sont bouleversées. À 5 heures du matin, Edward Sakruski s'est réveillé, sans que personne ne l'appelle. On dit qu'il n'a pas dormi cette nuit-là. Il est resté assis dans son lit en silence, les yeux ouverts, fixant l'obscurité. Il a refusé la visite du chapelain, comme il l'avait fait des années. Il a également refusé de parler aux médias ou d'enregistrer un dernier message. Il ne voulait parler à personne. Il a demandé un dernier repas copieux, un menu étrange, mélange de petit déjeuner, dîner, comme s'il cherchait à réunir tous les repas d'une vie sur un seul plateau. À 5h45, il a écrit 2 lettres. L'une au aumônier avec une seule phrase « Je vous remercie, votre patience » et l'autre au gouverneur de Floride, qui n'a jamais été révélé au public. À 18h, il a été conduit à la chambre d'exécution. Il était accompagné de 2 gardes. Il n'a opposé aucune résistance, il n'a pas pleuré, il n'a pas tremblé, il a seulement marché. Ils l'ont allongé sur la table d'exécution, l'ont attaché. Un drap blanc le couvrait, de la poitrine aux pieds. Quand on lui a demandé s'il avait des dernières, il a prononcé une phrase qui est restée gravie dans la mémoire de toutes les personnes présentes. Je tiens à remercier les bonnes gens de l'État du soleil de m'avoir tué de la manière la plus froide, calculée, propre, humaine et efficace possible. Je n'ai aucune plainte à formuler. Et puis, comme s'il voulait encore laisser une empreinte poétique, il se mit à réciter. Husk, 'tis our thinking, his house is in the prison. Village Dog. C'était le célèbre poème de Robert Frost, mais sa voix s'est éteinte avant. Le 4e vers. À 10 à 8h04, la première drogue entra dans son organisme. Ses poumons s'agitèrent. Il y eut 2 halètements. Sa poitrine se souleva, puis retomba. À 10 à 8h01, son corps est resté immobile. À 10 à 8h13, Edward Sakruski a été déclaré mort. Aucun de ses membres de sa famille n'était présent. Aucune de ses anciennes connaissances n'a réclamé son corps. Il a été enterré dans le cimetière de la prison avec une croix en bois sans nom. Un crime, 3 victimes, 3 décennies, une vie enfermée et une fin froide, médicale, clinique. Et pourtant, il reste un sentiment étrange, car malgré tout, Edward Sakruski est mort comme il a vécu, pendant ces 29 années, dans le silence. Pendant des années, les rares documents qui mentionnaient Edward J. Sakruski sont restés dispersés, mal classés, comme si quelqu'un ou quelque chose s'était chargé de faire efface lentement des archives officielles. Cependant, en 1979, une boîte non classée est apparue dans les sous-sols de l'université de Chicago, étiquetée uniquement avec un numéro 231B. Son contenu allait changer à jamais
la façon dont certains chercheurs considéraient non seulement l'homme, mais aussi institution qui l'avait élevé puis exilé dans l'oubli. À l'intérieur de la boîte se trouvaient des lettres manuscrites, des rapports avec des cachets partiellement brûlés et un journal intime attribué directement à Sakruski. Il était recouvert d'un tissu qui sentait le vieux, mais chaque page était intacte, écrite à l'eau, encre noire, avec une calligraphie méticuleuse et un langage inhabituellement précis. Parmi les premières entrées, une phrase soulignée en rouge. Celui qui regarde au-delà de l'horizon trouve pas toujours le ciel. Le journal relatait son expérience dans un programme classé pendant l'après-guerre, financé indirectement par une branche du projet MKUltra, mais avec une orientation différente, le contrôle de l'environnement psychospirituel par la modification des états de conscience induite non pas par des drogues, mais par la géométrie sacrée et des fréquences résonantes. Sakruski avait été recruté non seulement pour son intellect, mais pour quelque chose que les recruteurs appelaient perception dimensionnelle latente. En termes simples, il avait la capacité de voir des structures dans ses rêves qui pouvaient être traduites en modèles physiques présentant propriétés anormales. La plus mentionnée était celle qu'il appelait la porte du brouillard, un dispositif qui apparaissait de manière récurrente dans ses visions, induites, composées de formes impossibles à construire dans l'espace euclidien traditionnel. Mais il essayait, et c'est ce qui l'a conduit à la tragédie. Les documents comprenaient des plans d'une structure circulaire avec des symboles hébraïques, égyptiens et araméens, inscrits tout autour. Le cercle central contenait une combinaison unique de symboles alchimiques et de formules mathématiques, une sorte de pont entre la science et la magie ancienne. Cette conception que l'équipe de Sakruski a tenté de reproduire dans une chambre souterraine à l'intérieur du complexe Wee-Rock, un site caché sous le lac supérieur, frontière canadienne. L'installation a été fermée en 1963, après que tous les membres du projet, à l'exception de Sakruski, ont disparu sans laisser de traces au cours d'une expérience sans laisser de traces. Lui seul a été retrouvé, inconscient, les yeux complètement blancs et des marques circulaires sur la poitrine. À son réveil, pas dit un mot pendant des semaines. Quand il a enfin parlé, il n'a prononcé qu'une seule phrase. Ils nous ont regardés de l'autre côté, et nous avons rendu son regard. Depuis lors, sa santé mentale a été remise en question. Son nom a été rayé des registres officiels, du gouvernement, et le site sous le lac supérieur a été scellé avec du béton armé, et gardé jusqu'à aujourd'hui par une entité privée ayant des liens avec le ministère de la Défense. Mais qu'a vu exactement ce que Sakruski a vu cette nuit-là? Les dernières pages du journal tentent de l'expliquer, bien que dans un langage fragmenté, presque poétique. Ce n'étaient pas des êtres, c'étaient des motifs, des structures, mobiles faites de lumière, qui n'avaient pas besoin de mots. Ils m'ont montré quelque chose que nous devions pas voir. L'univers ne nous appartient pas, ils nous ont seulement laissé l'habiter pendant un temps. Les érudits de l'occulte, qui ont eu accès à ces pages, estiment que Sakruski a pu être franchi, au moins partiellement, une frontière qui sépare notre réalité de une autre, une région qui, dans les textes gothiques, est appelée le plérome, dans le suarisme la citra, et dans la science moderne, n'a pas encore de nom. Cependant, l'affaire ne s'arrête pas là. Si ce cas t'a autant touché, autant que nous, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de la partager avec vos amis. Ici, racontez les histoires les plus sombres, inquiétantes et réelles du monde. À bientôt pour la prochaine vidéo.